Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle des enjeux de la transition écologique et sociale, alors que le salon de l'agriculture va bientôt fermer ses portes. Dans un contexte de colère agricole, c'est l'occasion de faire un focus sur l'agroécologie portée par l'association Ferme d'Avenir, présente au salon cette semaine. Et nous sommes avec la directrice générale, Marion Ranzer. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Marion, Ferme d'Avenir existe depuis 2013. Son objectif, accompagner les projets en agroécologie, sensibiliser, former. On va regarder les chiffres justement de Ferme d'Avenir. Vous avez accompagné plus de 300 fermes dans cette démarche. Il y a 450 fermes qui sont dans votre réseau. Vous avez financé plus de 1000 projets et vous avez également formé 900 autres projets. L'agroécologie, c'est une démarche qui prend soin de l'homme, qui prend soin de la nature, qui prend aussi en compte la performance économique, et c'est ça qui vous différencie aussi. Alors, il n'y a pas de définition de l'agroécologie, mais c'est cette triple démarche finalement qui vous définit. Exactement. En fait, chez Ferme d'Avenir, notre mission, c'est de financer, de former, d'accompagner les agriculteurs et les aspirants agriculteurs. Et on essaye de réconcilier économie, agronomie, écologie et faire en sorte que les agriculteurs puissent produire des aliments qui sont sains pour la population en respectant les limites planétaires et en vivant de leur métier dans des conditions dignes. Alors, pas facile effectivement, et l'idée c'est de faire en sorte que ces fermes se multiplient dans toute la France, mais aujourd'hui il y a encore beaucoup de travail. On apprend que le nombre de fermes en bio a baissé pour la première fois en 2025, c'est une baisse légère de 0,6%, mais tout de même c'est un signal qu'il faut écouter, c'est ce que nous dit l'agence bio. Comment est-ce qu'on explique ça, Marion Ranzer, alors qu'on sait que les Français veulent manger sainement et que l'alimentation équilibrée, eh bien c'est une préoccupation pour les Français? Oui, c'est une préoccupation, mais qui devrait se traduire dans des actes d'achat. Donc aujourd'hui, il y a des Français qui consomment de plus en plus en agriculture biologique, mais pas encore assez. Et parfois, l'offre va dépasser la demande, ce qui fait que ça va être plus compliqué pour maintenir le marché. Et donc aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait déjà plus de pérennité dans les actes d'achat. On voit que la consommation de bio, elle a explosé, notamment en circuit court pendant le Covid. Oui. Et puis ensuite, les agriculteurs, même de notre propre réseau, nous ont dit ça a complètement chuté, on s'est senti abandonnés. Donc il faut que ce soit des actes d'achat dans la durée, et puis aussi que les consommateurs puissent être accompagnés pour ceux qui ne peuvent pas accéder à de l'alimentation bio, qui puissent être accompagnés pour le faire, et puis qu'on puisse aussi changer un petit peu nos habitudes d'achat. Alors, vous estimez que les exploitations agroécologiques représentent plus de 15% des exploitations françaises et sont présentes sur la totalité du territoire. Alors, on voit par exemple où sont les fermes d'avenir de votre réseau. Selon la loi, il faudrait arriver à 21% des surfaces agricoles en bio en 2030, c'est-à-dire demain, donc dans 4 ans. Est-ce que c'est possible quand on voit que l'augmentation, quand même, elle est très, très lente sur toutes ces dernières années? Elle est lente parce que les agriculteurs, ils ont besoin d'accompagnement et de financement pour pouvoir transiter. Et donc, on a à peu près entre 10 et 15% de fermes en agroécologie. Donc, l'agroécologie, il y a plusieurs courants. Il y a effectivement le courant de l'agriculture bio qui se passe de pesticides, d'intrants comme les engrais. Il y a aussi d'autres courants comme l'agroforesterie ou la conservation des sols. Et donc, tout ça ensemble, ça fait la grande famille de l'agroécologie. Et donc, effectivement, pour pouvoir soutenir ça, les agriculteurs qui ont, dans la grande majorité d'entre eux, envie d'aller vers des modèles, parce qu'ils voient bien que le modèle conventionnel industriel, il va dans le mur, il faut qu'ils puissent être accompagnés. Qu'ils puissent être accompagnés en termes de formation, en termes d'accompagnement et surtout en termes de financement. Alors, quelles sont les principales difficultés quand on veut mener un projet en agroécologie? Il va y avoir des spécificités techniques. Déjà, il va falloir être accompagné
pour le changement des pratiques. Il va y avoir, quand on s'installe, des difficultés à l'accès au foncier. Et puis ensuite, c'est comme toute entreprise, arriver à équilibrer un modèle économique. Et donc nous, c'est notre spécificité justement chez Ferme d'Avenir, d'accompagner les agriculteurs pour montrer qu'on peut réconcilier à la fois haute ambition environnementale et viabilité économique. Nous, on organise plusieurs concours tous les ans. On identifie plein de fermes. Ensuite, on va documenter leur modèle, leurs pratiques pour montrer que c'est possible et qu'on peut bien faire les deux. Mais ça demande un investissement, une motivation personnelle et surtout la possibilité de pouvoir commercialiser et vendre ses productions à long terme. Alors justement, il y a des fausses idées sur l'agroécologie, l'agriculture en bio aussi. On dit que c'est pas rentable, que les rendements sont plus faibles. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Alors, les rendements sont plus faibles au début, effectivement, parce que c'est un changement de modèle, mais c'est temporaire. En fait, c'est vraiment un arbitrage à faire entre le temps court et le temps long. Nous, on a plein de fermes sur notre réseau. On peut aller voir sur fermedavenir.org des fermes qui arrivent à vivre de leur métier en faisant de l'agroécologie, mais ils sont sur des modèles de commercialisation ou des modèles d'organisation de production qui sont un peu différents. Donc, elles commercialisent en circuit court, elles font de la vente directe, elles vont aussi limiter leurs charges. Donc, il y a tout un tas de modèles à changer sur la ferme pour pouvoir arriver à équilibrer tout ça. Mais ça peut marcher. Tous les opposants idéologiques, ils s'engouffrent en disant ça peut pas nourrir les Français et ça peut pas permettre à l'agriculteur de vivre. Et nous, on prouve le contraire tous les jours avec toutes les fermes de notre réseau. Voilà, et vous le documentez, hein, ça oui, c'est important. Exactement. Il suffit d'aller sur votre site pour récupérer tous les outils, Exactement. pour un peu se renseigner et regarder comment cette transformation peut être possible. C'est quoi le profil justement des agriculteurs de votre réseau ? On sait qu'il y a un agriculteur sur deux qui partira à la retraite en 2030. Là aussi, c'est demain. Quels sont les profils de votre réseau ? Nous, on a deux grands profils. On va avoir des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui ont envie de venir sur les métiers agricoles. Donc, nous, on a plusieurs formations justement pour les aider à apprendre la théorie et la pratique, se former sur le temps long, notamment lors de notre programme compagnonnage sur les fermes de notre réseau pour qu'ils apprennent le métier les mains dans la terre. Et puis ensuite, on a aussi les fils ou filles d'agriculteurs qui reprennent la ferme familiale et qui en profitent pour changer le modèle, tout simplement. Il y a aussi il y a beaucoup de reconversions. On parle aussi de beaucoup de reconversions de jeunes qui décident de tout plaquer et de se lancer dans ce métier-là, qui est un métier très dur. Ouais. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui en reviennent aussi après ? Il y en a quelques-uns, oui. Ouais. Alors, il y a des gens qui partent aussi parfois sans se former suffisamment ou sans avoir conscience justement des équilibres à trouver entre un idéalisme environnemental très très fort et la réalité du métier d'agriculteur. Nous, on leur explique que justement l'agroécologie, ça va être aussi parfois des compromis, que la ferme parfaite n'existe pas, mais que pour pouvoir en vivre, il va falloir arriver à concilier les ambitions environnementales fortes qu'on a, mais aussi une viabilité économique. Parce qu'il faut quand même vivre de sa production. Alors, vous organisez un concours régional annuel et il a été organisé cette année en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a 3 fermes qui sont lauréates. Alors, il s'agit de fermes agroécologiques les plus inspirantes du territoire. Hein. C'est pour ça que vous les sélectionnez. Si vous deviez nous en parler d'une, par exemple, on va voir d'ailleurs les images. C'est la ferme justement du Verger Blond qu'on voit à l'image. En quoi est-ce qu'elle est inspirante, cette ferme ? Cette ferme, elle est inspirante parce que donc, c'est Samuel Blond qui s'est installé en 2014 après une reconversion professionnelle. Il est arboriculteur, donc il fait des petits fruits à pépins, des fruits à pépins, à noyaux, etc., en agriculture biologique. Et lui, il a complètement repensé son modèle pour aller vers de la sobriété et de la diversité. Donc, il a limité fortement les investissements de sa ferme et aujourd'hui, il arrive à en vivre. Donc, c'est effectivement l'une des fermes les plus inspirantes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il fait de la transformation sur sa ferme, il fait des nectars et des jus, puis il commercialise aussi en circuit court. Voilà, et puis surtout, il arrive donc à en vivre, à en tirer un salaire décent. Et ça fait du bien à entendre quand on voit la colère agricole, les agriculteurs qui sont dans la rue depuis maintenant 3 hivers consécutifs. Alors, vous dites aussi que le modèle conventionnel d'aujourd'hui, le modèle agricole productiviste, est une fuite en avant. Il crée des sols de mauvaise santé, une raréfaction des ressources. Et surtout, c'est un modèle qui est très impacté par le changement climatique. Et on l'a vu justement dans les récentes crues historiques que la France a vécues. Il y a urgence aussi à régénérer les sols qui sont en mauvaise santé en France. Oui, bien sûr. C'est pour ça que dans les pratiques agroécologiques, on va arrêter le labour, par exemple. On va mettre en place de l'agroforesterie, des couverts permanents. Il faut que le sol, on le touche le moins possible. Et donc, tout ça, c'est le type de pratiques qu'on peut retrouver dans les fermes d'avenir et dans lesquelles on incite le plus en plus d'agriculteurs à aller, justement. Et ils en ont conscience.
conscience. Ils voient bien, par exemple, on voit lors des crues toute la matière organique qui quitte les champs et qui se déverse dans les fleuves ou dans les rivières. Et nous, on veut lutter contre ça et aider les agriculteurs à planter des arbres, à passer sur des pratiques de conservation des sols ou en agriculture biologique, par Voilà. exemple. C'est une solution d'adaptation d'ailleurs, Bien sûr. l'agroécologie, l'agroforesterie, c'est ce qui est proposé même au niveau de l'État, aux ruralités pour s'adapter. Bah, c'est pas encore assez promu. Il y a encore beaucoup de monde associatif qui se mobilise autour de ça. Il y a une prise de conscience, mais ça va pas assez vite. Donc nous, le manifeste qu'on met en avant, c'est vraiment de pouvoir financer au maximum cette transition de manière collective, parce que chaque acteur du maillon de la chaîne alimentaire doit faire sa part, que ce soit les citoyens consommateurs, les filières et les filières agroalimentaires et les acteurs publics. Est-ce que vous êtes assez soutenu au niveau politique aussi? Il y a une grande loi qui va bientôt être écrite, votée. Est-ce que l'agriculture en bio, justement, la santé des sols, l'adaptation au changement climatique, tout ça, ça va faire partie de cette loi? Est-ce que vous êtes assez soutenu? Mais non, pas du tout. Ça, on voit bien qu'il y a un gros recul écologique ces derniers mois. Donc nous, on souffre beaucoup, à la fois en termes de financement des meilleures pratiques des agriculteurs, comme l'agroforesterie, etc., où tous les budgets ont été réduits, vraiment entaillés, et même en termes de soutien au monde associatif. Aujourd'hui, le monde associatif, il souffre. Les financements publics fondent vraiment comme neige au soleil. Il y a une concurrence accrue sur le mécénat. Les consommateurs et les citoyens sont sursollicités. Donc nous, on ne fait pas assez. L'argent, il y en a, mais il est juste pas mis au bon endroit. Oui, et justement, on voit pas très bien comment on peut l'expliquer ça, puisqu'on est tout à fait conscient des impasses du modèle. Oui, bah, c'est un choix de société. C'est un choix de société. Donc, nous, on pousse pour que justement ce soit pris en compte. Par exemple, un des messages qu'on veut faire passer chez Ferme d'Avenir, c'est finalement les agriculteurs, ils ont deux métiers. Ils ont un premier métier, une première casquette, qui est celle de produire notre alimentation, pour lequel ils sont rémunérés. Et puis, ils ont une deuxième casquette, qui est celle de préserver nos biens communs. Nos biens communs, c'est quoi? C'est notre climat, nos sols, notre biodiversité, notre eau. Et ce deuxième métier-là, en fait, tous les agriculteurs le font un peu déjà, à des niveaux différents, évidemment, en fonction de leur modèle et de leur engagement. Mais c'est un métier qui est invisible et qui n'est pas rémunéré. Aujourd'hui, on leur demande de produire, mais ils sont pas rémunérés pour préserver le vivant, préserver nos biens communs. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire comprendre à la société, c'est que ce deuxième métier devrait être rémunéré pour qu'il y ait plus d'arbitrage en fait entre viabilité économique et motivation personnelle d'aller vers l'agroécologie. Il faut qu'on puisse leur donner une motivation économique à le faire, en fait, tout simplement. Et qu'ils soient rémunérés pour les services environnementaux qu'ils rendent à la société. Et qui ne sont pas connus, effectivement, Non. qui ne sont pas assez connus. On ne le sait pas assez que ces agriculteurs rendent effectivement des services à la société. Exactement. Et font en sorte qu'on ait une meilleure santé, notamment. C'est pour ça que vous lancez, que vous expérimentez la comptabilité écologique. Justement, cette comptabilité, elle va permettre justement de voir quels sont les équilibres à trouver pour ces agriculteurs. Exactement. Si on revient un peu en arrière, la comptabilité, qu'est-ce que c'est? La comptabilité, c'est des lunettes qu'on met sur les comptes d'une entreprise pour la piloter, prendre des décisions. La comptabilité écologique, c'est la même chose, mais on rajoute dans le bilan de l'entreprise les capitaux naturels et humains. Et nous, on expérimente une de ces méthodes de comptabilité écologique qu'on appelle CARE sur les fermes de notre réseau depuis 2017. On fait plein d'expérimentations, justement, pour arriver à mesurer et chiffrer le coût de transition de ces pratiques agricoles. Et ça permet ensuite d'établir un vrai dialogue territorial pour voir justement si les subventions et les financements à cette transition, ils sont bien orientés sur les bonnes pratiques. Voilà, pour effectivement essayer d'orienter aussi les décisions futures. Marion Anzin, vous avez été primée il y a quelques mois. Vous êtes l'une des Mariannes du climat aux côtés d'autres femmes, de 14 autres femmes précisément, qui sont distinguées pour leur leadership environnemental. C'est un prix, j'imagine, qui vous fait du bien pour toutes vos actions, effectivement, pour l'environnement. Et c'est un prix aussi pour inspirer d'autres femmes. Exactement. C'est très important de montrer qu'il y a des femmes qui se battent sur le terrain, qui ont des convictions écologiques et de développer un vrai leadership écologique. Donc, j'ai été très heureuse d'être lauréate en octobre dernier aux côtés de 14 autres femmes qui sont impliquées dans le monde associatif, dans le monde privé, dans le monde public. Et donc, c'est une reconnaissance qui fait chaud au cœur et j'invite bientôt toutes les autres femmes à rejoindre le mouvement de She Changes Climate.
Voilà, et de candidater surtout pour recevoir cette récompense. Alors le monde agricole, on l'a vu, traverse une crise sans précédent. Ça fait 3 hivers consécutifs, on l'a dit, que les agriculteurs sont dans la rue. Impact Positif se concentre sur les solutions. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif, voilà, que vous retenez en ce début d'année? Alors, c'est pas forcément en ce début d'année, mais en tout cas, mi-année 2025, il y a quand même tout l'engouement qu'il y a eu autour de la pétition contre la loi Duplomb, qui, je pense, a fait du bien et a nourri un peu tous les militants écologiques ou sur le transition du modèle agricole, parce que des fois, on se sent un peu seul. Et là, on voit qu'il y a eu un vrai écho au sein de la population française. Donc, on trouve que c'est un signal très positif. Maintenant, il faut que ce soit poursuivi dans les actes d'achat et qu'on continue à soutenir les agriculteurs. Je pense que les Français attendent beaucoup des agriculteurs, mais les agriculteurs attendent aussi beaucoup des Français parce qu'ils subissent une concurrence déloyale. Ils sont soumis à plein d'injonctions contradictoires de produire en quantité au plus bas prix, tout en préservant la planète, en subissant de la concurrence internationale. Et donc, ils ont besoin de soutien et qu'on les aide à transiter vers ce nouveau modèle-là. Merci beaucoup, Marion Merci. Anza, d'être venue dans Impact Positif sur LCI. C'est une émission que vous pouvez revoir intégralement sur tf1info.fr et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes. Vous allez voir le QR code qui s'affiche en bas à gauche. Vous pouvez le flasher, le scanner pour l'écouter à votre aise. Voilà, merci beaucoup et Merci. merci beaucoup, Marion Anza.